Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert et aussi bienvenue à cette nouvelle année 2025. Elle sera bonne, j'arrête pas de le dire, elle sera merveilleuse, remplie évidemment de culture, c'est l'intérêt du show, on dirait, mais aussi de positivité, essayer des projets, essayer des choses. Allez voir un spectacle que vous pensez que vous n'avez pas vraiment une pensée dessus. Essayez des choses nouvelles. Moi, c'est ça que je propose. Et pour ce premier épisode officiel en ce 6 janvier 2025, je vous propose quelqu'un qui a terriblement d'énergie. Moi, j'aime ça, ces gens-là, parce que c'est toujours imprévisible. On ne sait pas comment ils réfléchissent exactement, mais bon. Bref, Dorothea Ventura, que je vais vous présenter dans un instant. À chaque fois que je la vois, c'est vibrant. Il y a quelque chose de vibrant quand on la rencontre. Et on ne peut pas être indifférent. Moi, j'aime ça. J'aime cette qualité. Et finalement, c'est quelqu'un que je connais depuis de plusieurs années, mais on n'a jamais réellement pris le temps de discuter. Donc, c'était vraiment agréable. La chanteuse et danseuse Dorothea Ventura. Artiste polyvalente, Dorothea Ventura est très active dans le milieu artistique québécois. Chanteuse, claveciniste, coach vocal, chef de chœur, danseuse et comédienne, elle s'est produite au sein de plusieurs ensembles québécois, canadiens et européens sur environ 800 productions, concerts et disques, dont plusieurs ayant obtenu des prix Opus, prix Juno et nominations à la disque. Directrice artistique de l'ensemble Les Idées Heureuses, elle a confondé l'ensemble Alchemia, ensemble vocal a cappella, finaliste au Early Music America Competition à New York et en nomination au prix Opus 2014 et 2015. Avec le violoniste Olivier Brault, elle collabore à la création de l'ensemble Sonate 1704, visant à découvrir le répertoire des sonates pour violon en France au 18e siècle. Elle siège également sur le comité de la Nef et dirige le chœur Opus Novum. Elle enseigne à la faculté de musique ancienne de l'Université McGill, à l'Université de Montréal, au Cégep de Trois-Rivières et professeure régulière à Camac. Coach vocal en privé pour chanteurs professionnels, elle a été l'assistante des chefs Yannick Nézet-Séguin, Hervé Niquet et Andrew Perrott sur plusieurs productions d'opéra. Suite à une solide formation de danse classique, moderne et baroque, elle devient membre de la compagnie Les Jardins chorégraphiques en 2009. Comme comédienne, Dorothea a joué dans plusieurs courts-métrages et pièces de théâtre, dont les 150 représentations de la Mélodie du Bonheur mise en scène de Denise Filiatro. Voici ma conversation avec Dorothea Ventura. C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est de parler. Non, OK, mais genre... T'as pas, non, c'est bon. La distance est très bonne. C'est super, puis pas de casse, pas rien. Comme ça, t'as pas besoin d'y penser. Je m'occupe de tout ça. Alors, bien bonjour. Bonjour. Bon, on se connaît un peu. Mais en fait, c'est ça. Je pensais l'autre jour, je me disais, mais depuis quand comment ça qu'on se connaît? Je pense que la première fois qu'on a eu une longue conversation, c'était à Camac. À Camac, ça se peut. Une fois. J'étais allé une seule fois enseigner une semaine. Dernière minute, le Quatuor Bosini avait comme cancellé, puis il avait demandé à Molinari, puis on était allé Molinari incomplet. On était en trio, puis là, fallait... En tout cas, bref, on était là, puis t'étais là à ce moment-là, puis c'est toi qui m'as fait un peu une espèce de... Je connaissais pas Camac, j'avais jamais mis un pied là. OK, ça me revient, là. OK. Ma blonde était enceinte de 2017, peut-être 2000... quelque chose comme ça. Puis avant ça, j'étais allé chez toi, dans ta maison, en pleine rénovation, alors que je travaillais avec ton chum sur les prix Opus.
ça me revient, voilà. là. Puis j'étais rentré dans la maison, l'espèce de maison incroyable. La maison de fou. Est-ce qu'elle est terminée, cette maison-là? Comment dire? Oh, OK. Oui, c'est ça. Je pensais que tu allais arrêter le... Non. Elle est pas je pense que c'est un projet d'une vie. Mais c'est extraordinaire, cet endroit-là. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ça a laissé beaucoup d'imagination. Ben, j'étais rentré là, puis je revenais comme pas. Oui, mais moi, j'ai un grand plaisir à faire rentrer les gens dans ma maison, puis regarder leurs yeux quand ils rentrent, puis qu'ils font « Ben, qu'est-ce que c'est ça? » Puis ils arrivent puis toi, t'as pas vu mon studio, probablement, qui était pas encore fait, qui est en arrière, où la bibliothèque a, je sais plus combien de pieds dans les airs. Là, il faut une méga échelle pour monter en haut de la bibliothèque. Wow. Puis hier soir, justement, il y avait un auteur qui est venu chez nous, puis il a vu tous les livres qui étaient là, qui montait jusqu'au plafond. Il y a vraiment... Sa face s'est décomposée. Ouais, mais écoute, oui, je sais que ton chum, il est assez débrouillard dans la construction et tout ça, puis ça n'a pas l'air de le déranger vraiment, tout ça. Moi, on a hâte que ça finisse, là, ouais. Mais on est très créatifs tous les deux, puis il y a toujours des idées hors normes qui prennent toujours un peu plus de temps. Mais en tout cas, sans dire c'est où vous habitez, je n'aimerais pas l'adresse, mais je sais qu'on peut dire quand même le quartier, c'est tout correct. Oui, c'est dans Hochelaga, puis ce qui est formidable, c'est qu'on passe de l'avant. Puis ça, cette maison-là, quand j'étais rentré, j'ai fait « Ah, OK, ça m'a été une leçon. » Je me suis dit, par la facette, il y a tellement de maisons, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est Puis vrai. vous, ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir aucune idée de ce qui se passe là-dedans. C'est vrai. Et ça m'impressionne. Ça. Ouais. Mais bon, maintenant, dernièrement, on a fait le Messie ensemble. Oui. Et tu sais, c'est drôle aussi. Ouais, puis c'est drôle parce que je savais que tu jouais du clavecin, mais je savais pas à ce point-là. Moi, dans ma tête, parce que t'as tellement de chapeaux que c'est un peu difficile de t'identifier. Moi, le mien que je t'avais identifié, c'était chanteuse. Ah ouais, OK. Et je t'avais vu jouer de la flûte un peu, ou avec des enfants à Camac, mais tu sais, mais je savais que tu me disais, ah non, ça c'est pas la vraie affaire. C'est pas mon affaire, je chante, je fais telle affaire. Puis je t'avais vu, je pense beaucoup à Québec, avec les Violons du Roi. Oui, c'est vrai. Donc c'est plus, dans cette période-là, on se parlait pas encore, mais j'étais plus jeune, puis j'observais les chœurs, tout ça, puis aussi, bref, t'étais là. Ouais. Et là, après, ça m'a amené, quand je t'ai vu jouer du clavecin, au Messie, tu faisais ça magnifiquement. Après, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fait, OK, non, c'est une espèce de... Je sais pas comment dire, à regarder tout ce que tu fais, je trouve tellement que c'est une belle réplique de ce que les artistes étaient à une certaine époque. Tu comprends? Mm-hmm. Contrairement à aujourd'hui où est-ce qu'on est dans une surspécialisation que je participe aussi, avec mon alto, c'est vraiment, je suis allé au fond, le plus loin possible, avec mes capacités, évidemment, sur mon instrument, j'ai développé d'autres choses un peu à côté qui arrondissent de l'enseignement, tout ça. Mais dans ton cas, c'est tout musical, mais c'est aussi dans le corps, dans le mouvement, dans la danse. Ouais. Cette multidisciplinarité-là, elle vient d'où? Écoute, c'est d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, dans le domaine artistique, là, mais quand j'étais jeune, je me souviens, je disais à mes parents, le matin, je vais être danseuse, l'après-midi, je vais être pianiste, le soir, je vais être chef d'orchestre. Puis il y avait comme quelque chose de... Ça allait de soi que je pouvais pas me concentrer à une seule chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. J'ai aucune idée. Okay. Dans ma famille, ma mère faisait du piano, mon père faisait de l'orgue. Ouais. Il y avait pas de l'idée que... Mais je pense que j'étais attirée par tellement de choses, puis il y avait personne ni quoi que ce soit qui me disait non, tu peux pas. OK. Tu vois? Tout était possible. Alors oui, j'ai commencé le ballet, j'avais 7 ans. J'ai commencé le piano, j'avais 6 ans. Je faisais les deux en parallèle. Puis donc il y avait comme quelque chose de normal à vouloir faire plusieurs choses. Puis c'est sûr qu'après ça, quand ça commence à être plus sérieux, surtout il y a quelques années là, quand moi je me disais oui, je vais être polyvalente, puis ça se peut. Le regard des autres c'était pas sérieux là, tu sais, on me disait mais tu vas finir par choisir, voyons, tu peux pas te faire tout. Tu vas finir par choisir, oui, c'est intéressant, tu vas finir par choisir, puis c'est bien là, tu explores, mais c'est le sérieux à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et puis bon, moi j'ai suivi toujours le courant de la vie. Hein. Il y a toutes sortes de choses. Moi, j'étais beaucoup plus ancrée dans la danse, dans le ballet classique. Puis à la base. À la base, oui, c'était vraiment bon. Tu sais, toute la musique et tout ça, j'aimais beaucoup ça là, mais la danse prenait vraiment, c'était vraiment ce que j'avais dans le plus fort. De jeunesse. De jeunesse. Puis après ça, tu sais, quand même, j'ai fait mon deck en danse au Grand Ballet. Puis
Puis, en fait, j'allais auditionner au Grand Ballet. Dans la cohorte, on était 12. Et puis, la veille de l'audition, je me suis déchiré un ligament dans le genou. Non. On dirait Partiellement, un film, là. On quand dirait même. un film. Mais oui, c'est comme le destin a parlé. Fait que les 11 autres sont montés en haut faire l'audition et pas moi. Puis je me suis dit, OK, je vais me reprendre et tout ça. Et puis bon, finalement, j'allais en danse contemporaine. J'ai fait un bac en danse contemporaine. Après ça, en même temps, j'ai commencé un bac en clavecin parce que j'ai rencontré un claveciniste. Bref, toutes les choses m'ont amené tranquillement à faire beaucoup de disciplines. Mais j'avais quand même l'imposteur en arrière de moi. Tu sais, il y a toujours le petit hamster qui dit « Ah non, mais c'est pas tout à fait vrai là, ce que tu fais. » là, tu sais. Et puis finalement, je pense que quand j'ai eu vraiment le saut de validité, on va dire, c'est quand, dans la même année, l'Opéra de Montréal m'a demandé de faire partie des chœurs, de jouer le clavecin dans le couronnement de Poppée, puis de faire de la chorégraphie pour les Noces de Figaro. Puis j'ai fait... Dans la même année. Dans la même année. Je me suis dit, OK, si eux considèrent qu'ils peuvent faire appel à moi, c'est facile. Il y a comme eu, c'est ça, un saut de validité qui s'est fait. Wow. Et puis, au cours des années, maintenant, les choses sont vraiment différentes, en fait, par rapport à il y a 20 ou 30 ans. On accepte la polyvalence. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'essayais de trouver des artistes comme moi, là, tu sais, qui je me raccrochais, qui fait plusieurs choses. Pas tant. Puis pas tant, à l'époque. Non. Et je me souviens avoir arrêté sur la rue Marc Bellan, à un moment donné, qui dansait avec la Lime Step. Puis qui aussi... comédien, etc. Et puis je l'ai arrêté sur la rue, puis j'ai dit... merci comme je voulais vraiment comme valider puis il m'a trouvé, je pense, un petit peu bizarre, mais on s'est rencontrés quelques années plus tard. Il m'a dit je me souviens de ça, c'était drôle, mais j'avais besoin, c'est ça, de me raccrocher à des gens qui c'est ça, pour qui ça se pouvait, puis c'était valide, c'était et que ça en faisait pas des moins bons artistes. C'est sûr que dans la réalité, t'arrives pour des shows, tu fais plusieurs choses, puis tu te dis, OK, attends, qu'est-ce que je réchauffe en premier? Ma tête, mes pieds, mes mains, tu sais. Ouais. Mais c'est un tout. Et puis je suis tellement habituée de passer de l'un à l'autre que ça devient pas des disciplines différentes. Ça devient juste moi qui m'exprime différemment, là. Mais admettons, parlons de la danse. Tu disais, à la base, c'était ça un peu le fil conducteur premier. Mais puis on le sait très bien, en tout cas, moi, je le sais très bien que la danse, spécialement le ballet, tout ça, c'est un truc, c'est pas quelque chose que tu prends de temps à la légère. Faut que tu commences jeune. Il y a un entraînement extrêmement strict, sévère. Ouais, beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Donc ça, t'as eu ça à Montréal? Oui. Tu as fait ça à l'école? J'ai commencé à l'école des Grands Ballets, dans le programme, on va dire, récréatif. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. J'ai fait évidemment Casse-Noisette dès ma première année. Ah, mon Dieu. Donc, oui, bien sûr, j'étais plongée. Et puis après ça, j'ai changé d'école 2 fois parce que je trouvais que ça allait pas assez vite au Grand Ballet. Et puis, je suis allée chez une prof russe, Elena Voronova, qui est décédée aujourd'hui, mais qui avait une jeune compagnie qui s'appelait le Ballet de la Jeunesse. Mon Dieu. Puis, une fois par année, elle louait la salle Maisonneuve. Puis, allez hop, là, on remplissait la salle Maisonneuve. Okay. Ah oui, c'était sérieux. Wow. Puis, elle me donnait plein de rôles, plein de premiers rôles. Alors, j'avais peut-être pas techniquement forcément la capacité vraiment de remplir ça, mais j'ai quand même fait des rôles sur pointe à Place des Arts quand j'avais 13 ans, 14 ans. Wow. Alors, mais c'est formateur, ça. Mais très, très formateur. Puis on passait 1 an à monter ça. Alors, on arrivait là, on était solides. Wow. Et puis après ça, finalement, je suis retournée au Grand Ballet. Puis là, j'ai fait le programme professionnel au Grand Ballet. OK. Et c'était cool? C'est l'armée, hein? Ouais. C'est l'armée. Ouais. Puis je pense que ça a changé beaucoup, mais à l'époque, c'était vraiment... Je pense pas tant. Mais je crois que comment je pourrais dire ça? La bienveillance par rapport à ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu vis, puis par rapport aussi à ton corps, parce que il y avait aucun professionnel à l'école en permanence, ou même même invité ou je sais pas quoi là, qui pouvait être là. Si on se blessait, il y avait pas de chiro, pas de physio, il y avait rien, personne. Ça, par contre, t'as raison. Aujourd'hui, c'est la culture de la guérison, ultra présent, ultra averti, et puis tu sais, thank God là aussi parce que c'est des athlètes, les danseurs. Vraiment, les gens se faisaient mal, ils revenaient à la maison, ils prenaient souvent c'était plus des médicaments, des antidouleurs. On avait une infirmière qui venait tous les 15 jours puis elle nous donnait des anti-inflammatoires.
Eh boy. Ouais. Puis elle me disait, ben ouais, tu peux aller faire l'acupuncture, ça te tente. On était un peu laissés à nous-mêmes. Puis moi, j'ai eu des blessures, justement, au genou, mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans les hanches, au psoas, tout ça. Puis il y avait personne. Fait que, on se donnait des trucs. On dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben moi, je mets de la glace, pas de la glace. Après ça, il fallait cacher aussi qu'on était blessés parce que si on était blessé, ben on était sur le côté, on s'assoyait pendant le cours, puis on n'avait pas de rôle. Ouais. Donc fait là, tu pilais sur ta douleur, oui, puis t'allais puis danser. Tu dis, ça va passer, mais... Ouais. Fait que tout ce côté-là, je pense que ça a changé. Tu t'ennuies pas de ça? Non, ça, je m'ennuie pas de ça, j'avoue. Puis en tant que musicienne aussi, ben, tu sais, beaucoup moins, mais je veux dire, je fais quand même un instrument qui est symétrique. Tu sais, je tiens pas un instrument dans les airs comme les violonistes ou les altistes, puis je m'incline parce que quel travail de tenir un instrument dans les airs, mais... Mais clavecin, c'est arrivé quand, ça? Alors, le clavecin, bon. Mais tu faisais du piano Je faisais du piano, oui, ça faisait partie de l'éducation normale là, dans la famille. Là. Okay. Tu allais à l'école, tu faisais des cours de piano. Et puis, j'allais à Marie de France, un collège privé, puis les cours de musique étaient donnés par Geneviève Soli, que tu connais peut-être, qui fait partie de la dynastie des Lagacé, et puis qui est fondatrice donc des Idées Heureuses. On s'en reparlera plus tard. Oui. Et Geneviève enseignait la musique. Et dans le cours, elle nous a dit, à la fin de l'année, bon, il y a un piano dans la salle, une vieille casserole, mais si vous voulez jouer quelque chose, si certains d'entre vous savent jouer, puis si vous pouvez jouer autre chose, apporter votre instrument, etc. Et moi, je venais de faire le concours du Canada en piano. Donc, j'ai joué ma sonate de Mozart. Et le lendemain, elle a téléphoné à mes parents. OK. Et puis moi, j'ai décroché le téléphone. Dans le temps, tu pouvais décrocher puis écouter la conversation de tes parents. OK, t'as fait ça. Et j'ai fait ça. Et elle disait à mes parents, Dorothée a beaucoup de talent, mais je pressens une sensibilité autre. Okay. Et elle me dit, j'aimerais bien l'inviter chez moi pour qu'elle essaie le clavecin. Est-ce qu'elle connaît ça? Puis bon, moi, je connaissais moyennement ça, pas vraiment en fait. Et puis, je suis venue chez elle, puis ça a été vraiment le coup de foudre, parce que j'avais mon petit bac que je faisais au piano, puis finalement, je suis arrivée, puis je l'ai fait sur le clavecin, puis ça prenait toute une autre ampleur, une autre couleur. C'est comme si, le dessus de ma tête avait fait pouf! Voyons, je viens d'accéder à quoi, là? Et puis, bon, Geneviève est une excellente pédagogue, très, très rigoureuse. On rappelle ton âge encore? Ça, c'était... Attends, un petit peu. Ado? Oui, ado. Attends, parce que je veux pas quand même révéler mon âge, là. J'ai un âge maintenant où je m'en souviens presque plus. 80, oui, c'est ça. Donc, j'avais 14 ans. T'as 14. C'est pas jeune pour le clavecin? Je pose la question parce que d'habitude, je pense que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le switch plus tard. Ouais, genre début vingtaine. Ça a été... Mais c'est cool, je trouve, de plonger jeune justement là-dedans parce que plus jeune t'embarques là-dedans, plus que tu vas manier bien l'esthétique. Là, puis en fait, c'était l'instrument, mais c'était surtout l'univers baroque que j'ai découvert. Puis dans une optique aussi historiquement informée, tout ça, avec vraiment une autre approche. Je veux dire, moi, mes cours de piano, c'était à Vincent d'Indy, puis les sœurs nous disaient « Bach, c'est métronomique ». Puis ça s'arrêtait là. Donc, quel univers j'ai découvert avec Geneviève. Et puis j'ai découvert aussi la musique vocale, donc c'était... Le chant est arrivé après. Le chant est arrivé vraiment après. Ça, tu n'as pas chanté avant? Non. OK. Mais j'aimais la musique vocale. J'ai découvert l'opéra baroque. J'ai découvert Atis de Lully, qui est devenu mon opéra préféré, puis qui a fait que, donc le chant, c'est arrivé vraiment... 16, 17, 18? En fait, non, le chant, c'est arrivé à l'université. En fait, je me tenais avec des chanteurs. J'aimais accompagner des chanteurs. C'était vraiment mon truc. Puis j'étais une des seules. Tout le monde me disait, non, accompagner des chanteurs, c'est compliqué. Toujours ça respire tout le temps. Ça a des problèmes de ci, de ça. Puis moi, j'étais là, oui, je trouve pas, moi. Et puis, quand j'étais à McGill, j'étais comme la seule claveciniste qui accompagnait les chanteurs. Et à un moment donné, un de mes amis m'a dit, écoute, on fait le cours de Capella Antica, qui est un cours de chœur, vraiment, de musique ancienne, médiévale. Puis, bizarrement, on n'a pas beaucoup de soprano. Est-ce que tu voudrais pas venir t'essayer? Puis, je dis, mais voyons. Fait que moi, j'arrive, puis je fais ma petite audition, vraiment. Il me demande certaines choses. Puis là, il me dit, écoute, oui. Rentre dans le cours. J'avais aucune idée, là. C'est très drôle, ça. Et puis, je me suis retrouvée à chanter avec, finalement, je sais pas si ça dit quelque chose, Shannon Mercer, qui a fait une super belle carrière après. Elle était assise à côté de moi. Elle avait 17 ans. Elle est rentrée à l'université. Alors, j'ai découvert le chant comme ça. Puis là, je me suis dit, je me sentais vite que j'avais des limitations. Oui. Allez, je vais prendre des cours. Et là, tout d'un coup,
une autre affaire qui s'est ouverte, finalement, le chant est arrivé et je suis tombée sur une excellente prof qui en fait, m'a dit, moi, le baroque, je connais pas ça, puis je pense pas que ça développe la voix, on va faire de l'opéra. OK. Moi, l'opéra, j'haïssais ça. Je trouvais que tout le monde, ça faisait juste crier tout le temps. Et puis finalement, elle m'a fait découvrir ça. C'est qui? Alors, on ne la connaît probablement pas. Elle s'appelle Marie Carrier. Elle vit aux États-Unis maintenant. OK. J'ai comme un peu perdu sa trace, mais Wow. elle avait vraiment dans l'idée. C'était une élève de Tourangeau, Huguette Tourangeau. OK. Et pour elle, techniquement, on faisait de la technique, mais en 2 mois, j'avais 4 octaves dans la voix. C'était inconcevable. Là. Wow. Donc, elle faisait Ça, c'était pas à McGill, c'était Non, c'était en privé. C'était en privé. OK. Oh, j'avais décidé d'aller en privé. OK. Parce que j'avais quand même une petite gêne à McGill de chanter, là, puis il y avait plein de, des vrais chanteurs, là. J'avais pas ce niveau-là. Je trouvais que j'avais pas ce niveau-là. Puis finalement, j'ai commencé à chanter avec des chœurs, dans des chœurs. Puis voilà, c'est devenu au même titre. Et des années où j'ai plus chanté que joué du clavecin. Wow. Et, ça, c'est drôle, hein? Ouais, puis j'ai commencé aussi à chanter avec la Chapelle de Montréal, que tu n'as peut-être pas connue. Non. Qui était l'ensemble que Yannick avait fondé quand il est sorti du conservatoire avec Pierre Tourville. Il avait fondé ça. Il avait fondé ça et Stéphanie Potier, on les appelait le sublime trio royal. Wow! Donc, on avait monté, premier concert, on a monté la Saint-Jean. OK. À 8 chanteurs qui faisaient le chœur et les solos. C'était fou, là. C'était fou. Wow. Donc, mon Dieu. On avait une critique de Gingras qui nous avait dit... oui, il était vivant. Et puis, le titre, c'était « Les enfants de la chapelle ». Puis, il avait vraiment aimé ça. Ah ouais. Ah, puis, parfois, il était gentil hein, aussi. Oui, parfois, il était gentil. Il était capable, là. Bon, on était complètement inconscients. Je veux dire, le ténor... qui faisait l'évangéliste disait, il y a un des 2 airs que je suis pas prêt à le faire. Puis Yannick a dit, c'est correct, je veux le faire, moi. Fait qu'il s'est retourné, puis il a fait un des airs les plus difficiles qui dure 7 minutes. Puis il a dit, je vais le chanter. C'est bon, ça. C'est merveilleux, c'est ça. Donc, Yannick, je le connais depuis longtemps. Ouais, c'est ça, fraîchement sorti de l'école. Mais vous connaissez, mais Yannick, lui, il a été formé au conservatoire. Et toi, conservatoire, t'as fréquenté ça un peu? Moi, j'ai fréquenté juste parce que Yannick, on répétait là. Puis en fait, Yannick, je l'ai rencontré vraiment par hasard après un concert. Il dirigeait le chœur polyphonique. OK. Puis je suis allée le voir, puis je lui ai dit, je te trouve merveilleux. C'est tout ce que j'ai à dire. OK, OK. Puis il m'a dit, tu fais quoi? Je suis claveciniste, je chante un peu. Et puis voilà. Il y a eu comme des atomes crochus. Lui, il était aux études dans ça. Il était aux études, ouais. Wow, ouais. Le monde, mais c'est ça, parce qu'il y avait quand même des clics, hein. Il y en a encore. Mm-hmm. Mais tu sais, il y avait les gens de McGill, conservatoire, à cette époque-là, ça se mêlait pas tant. Mais moi, je me mêlais beaucoup parce que justement, j'allais à l'UQAM en plus. En électron libre, qu'on appelle, c'est ça. Je faisais mon programme en danse contemporaine à l'UQAM. Puis mes cours complémentaires, je voulais les faire en musique. Fait que je venais ici à la faculté de musique de l'UQAM, puis je prenais les cours de chorale, puis des cours de... Ouais. Fantastique. Ouais. Fait qu'en fait, j'étais dans beaucoup de... Il y a juste Concordia que j'ai pas fait finalement, parce qu'à l'Université de Montréal, je me suis retrouvée à accompagner aussi des chanteurs. Oui, c'est ça. En danse contemporaine, avec qui t'étais? Écoute, les plus grands. J'ai eu des cours avec Jean-Pierre Perrault, avec Paul-André Fortier, avec... c'est des belles années, ça. Oui, c'était des belles années. Vraiment. Wow. Ça a été particulier parce que, tu sais, en ballet classique, t'es à la barre, tu travailles, allez... Tu sais, regarde-toi dans le miroir, plus ceci, plus construit, exact, là, puis il faut s'offrir, puis vas-y. Mais on se pose très peu de questions. On avait un cours d'histoire par semaine d'1 heure, puis toutes les filles dormaient, tu sais. Puis c'est comme, on avait un cours de physiologie, tout ça, mais c'était rien, puis pas très très peu de OK, on va discuter de la danse, on va en parler, on va. Puis là, j'arrive à l'UQAM où complètement l'opposé. Puis là, il fallait comme disserter ça. Bon, moi, je sortais de Marie de France, fait que j'étais habituée à écrire beaucoup de textes. Mais là, je me disais, wow, OK, là, on parle de la danse, puis on peut donner son opinion. Puis, tu sais, au niveau de la création aussi, c'est pas juste, je vais faire un pas à droite, un pas à gauche. Non, c'est quoi ta démarche de création? Fait que, c'est prendre un cours création chorégraphique avec Paul-André Fortier, je peux te dire que c'est très confrontant. Ah, ça doit. C'est formidable. Autant c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Oh oui. Mais je suis certain que pédagogiquement, il devait être
très exigeant. Ah, oui, il était exigeant, puis il t'amenait toujours là où tu voulais pas aller. Puis... Parce que c'est souvent là qu'il se passe quelque chose. Absolument. Ah oui, oui. T'as dû le voir en classe à maintes reprises, là, avec différentes personnes. Là. Oh oui, vraiment. Cool. Donc ça, c'est aussi, c'est ça. C'est des belles années. C'est sûr que j'ai dû dire un peu adieu au ballet classique, tu sais. Ça, c'est un petit deuil. Oui, ça a été un deuil, parce que dans ma tête, tu sais, j'avais vraiment des idées très claires sur, tu sais, comment un jour j'allais danser le lac des Cygnes, puis comment j'allais le faire, puis comment, tu sais. Là, tu fais, mais non, ça viendra jamais. Ça viendra pas. Mais c'est correct. Je peux pas dire que ma vie était plate et vide. Alors, j'ai eu beaucoup d'autres choses. Non, c'est certain. Puis c'est des carrières qui sont pas très longues non plus. Là. Non. Au ballet, non. Il y a des exceptions. Il y en a qui réussissent. Je serai à la retraite depuis très longtemps. Mais de plus en plus, je trouve que c'est quand même intéressant au ballet de voir qu'il y a des interprètes qui réussissent à franchir les 35 ans. Là, puis d'aller même des fois presque frôler la quarantaine. Ça dépasse rarement ça. Là. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a comme une forme de connaissance, d'expérience, de sagesse, aussi comment interpréter des rôles, parce que c'est sûr que bon, tu veux dire Lac des Cygnes, Belle Bois dormante, ça c'est, mais non, quand t'amènes une d'autres dimension théâtrale, puis d'autres dimensions vraiment au niveau de l'expérience, c'est vraiment plus intéressant ces rôles-là. Tu vas-tu encore des fois voir des ballets? Oui. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est le fun. C'est le fun. Puis, des fois, je chante dans les chœurs au Grand Ballet, là, comme Carmina Burana. Fait que c'est ça que là, tu vois ça, c'est. Ça, c'est proche, là. Puis là, t'es dans les coulisses, puis t'es dans les loges avec les danseurs. Puis tu dis, OK, tu vois, tu sais, du Voltaren puis de l'antiflogistine sur toutes les tables. Puis tu dis, c'est beau, j'ai plus ça. Tu sais, je vois des pointes, puis j'ai encore un petit moment de, oui, je m'ennuie de mettre des pointes. Puis après ça, je fais, mais il y a une nostalgie quand même. Nostalgie de ça. Absolument. Tu sais, la première fois que tu montes sur pointe, là. Puis que tu tiens, là. Puis que tu tiens, puis tu dis, OK, c'est vraiment merveilleux. T'sais. Après ça, tu dis, là, j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, j'ai ci, j'ai ça, mais tu finis par gérer tout ce côté-là. Mais l'idée de monter sur pointe, de tourner dessus, de t'élever, il y a quelque chose de magique qui est inexplicable. De contrôler ça, c'est comme c'est un vol en surface. Là. C'est voler en surface, c'est juste de contrôler. C'est un gros défi. Je veux dire, tout ton corps repose sur à peu près un diamètre de même pas 2 pouces, là, tu sais. Ben ouais. Là, c'est fou. C'est fou, là. Ouais. Puis, mais tu sembles quelqu'un qui n'a pas souffert trop de la compétition dans la vie? Est-ce que je me trompe? Je sais pas, non. Non, mais je sais les gens qui ont souffert de la compétition, sans blague, ça se voit dans les yeux, habituellement. Mais peut-être parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'étais peut-être pas confrontée à tant de compétitions. Tu sais, en clavecin, on n'est pas tant que ça. Département de musique ancienne, on n'est pas 1000. T'as pas fait tant de concours non plus? J'ai fait des concours du Canada, tu sais. Mais rien pour essayer de détruire la confiance, puis... Ben c'est que ça m'attirait le moyen. Ouais, je comprends. Parce que ce que j'aimais, moi, c'était pas gagner, c'était, tu sais, partager la musique avec d'autres, tu sais, arriver à maîtriser une pièce que j'étais pas capable de faire une semaine avant. Là, je suis comme, je suis capable de le faire, mais c'est pas pour être la meilleure, mais c'est pour avoir ma vision, ma façon. Puis juste le faire en concert, puis le partager aux gens que j'aime, ça, c'est quand, je sais pas. J'ai jamais eu la compétition. Peut-être en ballet, c'était quand même, il y en avait, mais je sais pas. C'est bien que t'as pas joué du violon. Je sais, je vois que c'est tous terrible. ces concours-là, puis ça, c'est vrai. Non, puis juste, je veux dire, le contexte aussi des orchestres, là, de gagner un poste, je veux dire. Ça, c'est une autre affaire, en plus. Ça, je veux dire, on n'a pas ça, là. C'est ça, quand tu commences le violon, ça commence un élément compétitif, puis ça te suit jusqu'à la fin, on dirait. Presque. Mais tu sais, moi, je me retrouve dans une situation où je suis pigiste constamment dans tout. Parce qu'il y a, mettons, pour les chanteurs, il n'y a aucun poste de salarié comme chanteur. Ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Alors, t'es toujours sur un siège exécutif. C'est une drôle de question, mais... Oui, par exemple, si tu rentres, je sais pas moi, dans l'Opéra de Paris, t'as un poste de choriste, puis t'es salarié, là. T'es salarié, wow. Dans le reste du Canada, je t'avoue, je le sais pas. Tu sais, comme à Toronto, je sais pas. Mais ici, tu sais... Ballet de Winnipeg, peut-être? C'est Winnipeg, je me trompe-tu? Oui, c'est là que... Peut-être. Je sais pas. Je t'avoue, je le sais pas, mais en tout cas, au Québec, non. OK. Alors... ton audition, elle est à chaque contrat que tu fais. Ouais. Et puis bon, je sais que par exemple, à l'OSM, dans les chœurs de l'OSM, dans les chœurs de l'opéra, tu dois faire des auditions régulièrement. Tu sais, ils repassent tous les publics, je pense, à chaque 4 ans. Tu sais. Fait que dans le fond, ta voix, si elle tient pas le coup, 4 ans plus tard, on te rappelle moins, tu descends dans la liste. Ah ouais, c'est tough. Ah oui, c'est tough. Mais on le sait. Mm-hmm. Tu
sais, on sait que c'est comme ça que ça marche. Mais t'es pas juste pigiste. Non, je suis pas juste pigiste. T'es pas juste pigiste parce que les idées heureuses Est-ce que c'est peut-être ça qui est ton mange-temps le plus gros en ce moment, puis aussi le plus... je veux pas dire sérieux parce que tout est sérieux, mais je veux dire dans le sens que qui demande beaucoup de structure et justement dans lequel c'est ça, t'es pas pigiste dans ce temps-là. Écoute, oui, j'ai repris la direction artistique des Idées Heureuses il y a, mon Dieu, ça va être ma 2e année. Oui. Et bon, évidemment, comme Geneviève a été ma professeure de clavecin, et puis c'est elle qui m'a donné aussi mon premier concert professionnel aux Idées Heureuses. Oui. Et puis bon, j'ai toujours joué aux Idées Heureuses depuis toutes ces années-là, et les dernières... je dirais depuis 5-6 ans, quand il y avait toujours des questions vocales, Geneviève m'appelait puis elle me demandait mon avis, ou tu sais, puis au fur et à mesure, il y avait comme quelque chose qui s'est installé, puis elle m'a dit, voudrais-tu être ma directrice adjointe? Donc, je suis comme tranquillement passée à... Ça s'est bâti comme ça. Voilà. Et puis, naturellement, je me dis, oui. Alors que j'avais jamais pensé à l'époque de me dire, un jour, je prendrais la direction. Non, ça m'avait jamais effleuré l'esprit, tu vois. OK. Et là, je me suis retrouvée un peu comme à la maison. Mais bon, Geneviève, je la connais très bien, je sais ce qu'elle amène et tout, mais moi, j'ai quand même d'autres couleurs, les couleurs de la polyvalence. Pardon. D'être pigiste aussi, tu sais, je vois des choses différemment d'elle. Donc, je voulais apporter ma couleur. Et oui, oui, en termes de temps, ça prend beaucoup de temps. En fait, toute forme de transition prend du temps. Beaucoup de temps, ouais. Et puis c'est, tu sais, bon, par exemple, Geneviève, quand tu as une compagnie, tu penses jamais à comment je vais faire la transition un jour. Tu y vas du jour au lendemain, et puis là, tu te dis, ma relève est là, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour... Alors, c'est sûr qu'il y a des essais-erreurs, il y a beaucoup de choses que je ne referais pas comme j'ai fait, mais j'avais pas le choix. Puis, il y a eu une restructuration administrative aussi, ce qui fait que j'ai hérité de beaucoup de choses administratives qui n'étaient pas prévues. Et donc, est-ce que tu es agréé pour ça? Comme je le dis tout le temps, T'as appris. Je savais pas, non. J'ai réalisé qu'il y avait des choses que je ne savais pas, je ne savais pas des choses que je ne savais pas. Tu vois? C'est comme, beaucoup de choses, je me disais, c'est quoi ça? J'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, comment gérer un CA? Comment, tu sais, quand t'es pigiste, t'es on your own, là. C'est juste toi. Puis là, c'est comme, il faut que tu t'en remettes à un CA, puis une équipe, puis déléguer, puis voilà. Puis après ça aussi, avouer, dire, OK, tout ça, là, ça devrait prendre 1 heure. J'en ai mis 25. Ça se peut pas, là. Faut que quelqu'un d'autre que moi le fasse. Mais c'est ça. Mais là, tu vois, déjà, la 2e année, ça roule mieux. Et puis faire de la programmation aussi, c'est excitant. Puis, ça, c'est très excitant. Puis le public, ça va? Écoute. Il commence, tranquillement, ça revient. Tu sais, je pense que dans la taille qu'on a aux Idées Heureuses, chaque vente est une victoire. C'est ça. Chaque billet, là, c'est comme, yes, OK, on a vendu. Yes. Parce que, écoute, la pandémie, c'est sûr que ça a mis la hache dans plein de choses. Puis il y a des statistiques qui disent que 30% de notre public ne reviendra jamais. Un massacre. Oui, c'est un massacre. Et puis, tu sais, quand tu te dis que même des gros organismes qui ont tout l'argent qu'il faut pour faire de la mise en marché, arrive pas à vendre 100%, tu te dis, OK, fait que je vais arrêter de me taper dessus en me disant, comment ça se fait que j'ai juste 120 personnes à mon concert, alors que j'ai une salle de 400, je devrais remplir ça. Puis après, il faut se poser, c'est ça, puis il y a plein de questions aussi qu'il faut qu'on se pose, là-dessus. C'est ça qui tout le monde se re-questionne, tout le monde... Oui. Est-ce qu'il faut réinventer le concert? Tu sais, puis après, il y a tellement de facteurs que tu te dis, OK, c'est peut-être juste que les mardis, ça marche pas. Tu sais, il y a des niaiseries comme les ça. Les mardis, le format, la salle. Là, à un moment donné, tu questionnes tout ça. Là. Oui, tu questionnes. Tu te dis, OK, il n'y a pas de stationnement. Bon, OK. Tu mets ça dans un sac, tu brasses ça. Mais au final, tu sais, c'est drôle parce que j'étais au bureau tout à l'heure puis je regardais des statistiques d'il y a plusieurs années, puis je me disais, OK, non, on a toujours à peu près le même nombre de publics. Là, tu sais, oui, il y a des hauts, des bas, mais je pense que c'est ça. Ouais. Puis le public de musique classique, écoute, que dire? Il est là, il existe. Oui. Tu sais, j'ai chanté avec l'OPCM, l'orchestre philharmonique. Voyons, j'arrive jamais à me souvenir. Je sais pas. Voyons, en tout cas. Et c'était le Requiem de Mozart. On le faisait 2 fois à la Maison Symphonique. Et à la première, les 2 fois, c'était plein. Mais vraiment plein. Et à la première, c'était la première de Hamlet à l'Opéra de Montréal, qui était aussi plein. Puis je me disais, OK, la même soirée, il y a du monde. Il est là. Bon, je peux pas tout à fait comprendre c'est quoi le public de l'OPCM dans la mesure où
entre chaque mouvement du Requiem de Mozart, ça hurlait, ça sifflait, ça applaudissait. C'est-tu le chef, le jeune Francis Chouanière. C'est ça, qui est avec le Philharmonie. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a tout un autre créneau de public, là. Il y a toute une autre business. Oui, ils ont développé quelque chose de différent. De différent, mais en même temps, tu dis, hey, ils viennent au Requiem de Mozart. Est-ce que le public était plus jeune? Oui. Tu le voyais, tu le sentais? Oui. Okay. Ouais, fait qu'il y a quelque chose. Il a réussi à faire ça. Ouais. C'est formidable, parce que non, le classique n'est pas mort, non, c'est pas. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans l'enveloppe, dans le décorum, dans l'accès, mais dans l'accessibilité, ça c'est sûr. Beaucoup de public, beaucoup de gens nous disent, moi, je me sens pas interpellée parce que je vais au concert puis j'ai l'impression qu'il faudrait que je connaisse puis je connais pas puis je me sens pas bien puis... Mais moi, je pense aussi dans le point de vue marketing, il y a toute une autre affaire aussi d'approche qui est comme tous les outils, si tu veux rajeunir absolument ton public, faut arrêter de prendre des pubs dans la presse. C'est presque ça. Malheureusement, Instagram, puis même TikTok. C'est là que ça se passe. Je pense que l'orchestre justement avec M. Chouanière, je pense qu'il y a une très bonne équipe de marketing qui se cache en arrière, puis qui savent où aller raisonner ces projets-là, parce que clairement, regarde, ça fonctionne. Requiem plein, tu sais, Requiem deux soirs plein. Tu sais, c'est capoté, ça. Ouais. Quelle salle? Maison symphonique. Maison symphonique. Ouais. C'est fou, là. C'est jusqu'au dernier, là. Jusqu'au dernier, c'est ça. Il faut garder... donc, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir, puis il faut... C'est ça. Ouais, le marketing, tout ça, mais il y a l'éducation aussi. C'est sûr que si les enfants sont jamais exposés à la musique classique, tu vois, je pensais à mon fils a 8 ans, il va dans une école, puis là, je leur dis, OK, c'est quoi la musique que vous avez écoutée? C'est quoi? Tu sais, puis chaque fois, je demande, bon, à part dans les cours de musique, là, mais c'est toujours la musique populaire, c'est toujours, c'est correct, là, j'ai rien contre la musique populaire, mais elle est facile d'accès, cette musique-là. Oui. Alors, le format court, 3 minutes. Tu sais, il y a tout ça aussi, là. Mais moi aussi, même chose, mes enfants, qu'est-ce que papa et maman jouent à la maison, ils trouvent ça un peu plate. Puis c'est correct, ça bouge pas assez. Là. Oui, c'est ça. Écoute, moi, tes enfants sont-ils souvent venus voir tes concerts? Mon aîné, beaucoup. Okay. Vraiment beaucoup. Même que, genre, je l'allaitais encore, puis j'allais voir des concerts radio, là, puis j'avais pas peur, là, puis je l'amenais, puis 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'amenait tout le temps, sans problème. Puis, l'autre est né quand même, tu sais, il y a eu la pandémie qui a fait un gros trou. Vrai. Puis on l'a moins sorti, puis c'est plus difficile, tu vois. Mais là, c'est qu'on dit qu'à chaque fois qu'il vient au concert, il est à côté de son père, puis finalement, qu'il lui fait des massages, puis il finit par s'endormir. Fait qu'il dit, j'aime ça, les concerts, ça me relaxe. J'ai dit, oui, ben c'est ça, tu viens dormir. Ma plus vieille de 10 ans, elle a fait le faire maintenant, c'est nouveau, là, elle vient voir mes concerts. C'est elle qui le demande. Elle dit, tu fais un concert rouge. Elle dit, je vais venir. Okay. Elle dit, je peux-tu amener mon livre? Puis elle amène un livre. Elle écoute, puis à un moment donné, comme un peu dans le lune, elle va sortir son livre. Elle va commencer à aller. Ce que je trouve correct. Mais oui. Correct. Tu sais ça, ou lire les notes de programme. Puis à un moment donné, moi, je me souviens que les notes de programme, j'avais fini vite, là. Puis à un moment donné, tu dis, ça serait pas pire un livre. Vraiment, ça a accompagné ça. Tu sais. Mais oui. Moi, je pense que c'est ça. Après, comme tu dis, c'est ça. Faut les initier. Moi, ma plus jeune, c'est pas encore enclenché, cette affaire-là. Mais à un moment donné, ça viendra. Oui, puis il faut y aller aussi à petite dose. C'est sûr que si tu l'amènes tout de suite à écouter une symphonie de Mahler, c'est peut-être un petit peu intense. Là, il y a ça, puis moi, il y en a, c'est que, moi, je pense que mes enfants aussi, il y a ceci que quand ils entendent la musique, ils savent que ça veut dire travail. Là. Pour nous autres, dans la maison, ça fait qu'on passe pas de temps à 4 ensemble. Alors, je pense qu'il y a comme une petite réticence par rapport à ces sons. Oui, c'est vrai que oui, c'est ça. Mon fils aussi, il dit concert égale maman pas là. Puis moi, musique pop, ça veut dire on danse puis on a du fun. Oui. Donc cette association d'idées, Dua Lipa est bien. Oui, on l'aime parce que. Elle est bien aimée dans ma maison, tu sais. Taylor Swift puis toute la gang. Là. Oui. Mais bon. Dans tous les trucs que t'as pas. Mais t'as été comédienne aussi, hein? Ben oui. T'as joué aussi. Mais ça, c'est vraiment mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir, comment je dirais, là, de côté. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose que je publicise. Là. Tu sais, oui, il y a des années où j'ai fait des auditions pour des rôles, tout ça. Puis j'ai eu des petites choses. Oui, j'ai eu des petites choses. Puis j'ai été 5 ans dans la Mélodie du Bonheur. Ça a été quelque chose avec Madame Filiatro. Oui. Ça a été super. Et oui, j'ai eu des petites choses dans des courts-métrages. Puis je prends encore des cours de théâtre, même si j'ai pas le temps. Pas des cours? Mais oui, je fais des ateliers. Puis j'aime vraiment, vraiment ça.
Tu sais, c'est... écoute, avec toute l'administration, toute la gestion de notre vie, tu sais, quand t'as des enfants en plus, puis t'essaies de tout arrimer ça, tu sais ce que c'est, mais c'est beaucoup de gestion, puis de se dire, hey, pendant 3 heures, un soir, je vais juste penser à un personnage, penser à du texte, penser à jouer avec quelqu'un. J'ai rien d'autre. Puis ça pas, j'ai pas un show là qui suit ça. Là. C'est juste pour le trip de le faire. De le faire. Ouais. Et c'est bien puis, ça. Inconsciemment aussi, tu vas te chercher tout le temps dans ces cours-là des outils pour la scène après. Là, mais même musical, que ce soit instrumental ou peu importe. Là, puis les profs, en tout cas le prof que j'ai, il est formidable parce qu'il fait toujours le lien. Justement, il dit est-ce qu'en musique c'est comme ça? Est-ce que Et non, ça c'est mon petit plaisir caché là. Les idées heureuses avaient une programmation qui continue. Tu es déjà en train de penser pour l'année prochaine et encore plus loin en ce moment. Mais oui. Y a-t-il des choses que tu veux plugger? Oui, donc. Le 16 janvier, ça va être vraiment un programme qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un concert qu'on avait fait il y a 2008. Fait que ça fait déjà un petit bout. Puis que c'est la fois où la première fois où j'ai dansé aux idées heureuses, c'était dans ce concert-là. Ça s'appelle la danse... non. C'est pas ça que je veux dire. Musique et danse en Nouvelle-France. Et donc, ça retrace l'histoire d'une épistolière de la Nouvelle-France, Madame Bégon, qui écrivait à son beau-fils et qui, à travers ses lettres qui sont publiées là, chez Boréal, à travers ses lettres, on découvre tout ce qui se passait en Nouvelle-France à la fin du régime français. Donc, c'est assez passionnant d'écrire ce qu'on avait ici en Nouvelle-France. Alors, autant au niveau de comment les gens étaient, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils jouaient, ce qu'ils dansaient, les balles et tout ça. Donc, on a des extraits de lettres qui sont lus et puis c'est ça. Nous, autour, on fait la musique. Il y a une partie de comédie, donc oui, j'ai du texte à dire. Il y a de la danse, des costumes. Donc, c'est plus qu'un simple concert. Et puis, quand on l'a fait il y a 20 ans, presque. C'est sûr qu'il y avait des choses qu'on peut plus vraiment faire aujourd'hui, parler tous des peuples autochtones, tout ça. On a tout enlevé ça. On a fait vraiment une nouvelle version avec d'autres interprètes. J'aime ça. C'est le fun. Mais c'est fun de revisiter, hein? Mais oui. C'est le puis, fun. tu sais, là, on se dit, ça marchait là, ça marche plus. Puis aussi, c'est comme, on pensait que c'était si bon, mais finalement, ce bout-là, allez, hop, poubelle, on en met un autre. Et donc, fait qu'on a fait ce beau travail-là avec Marie-Nathalie Lacourcière, qui est peut-être que tu la connais, metteur en scène. Que j'ai vu danser, elle danse. Oui, c'est chorégraphe, metteur en scène. Ça m'avait bien impressionné. J'avais vu il y a très longtemps, quand j'étais étudiant à McGill, elle était venue faire, écoute, en solo ou en duo, il y avait une fille qui présentait toutes les suites de Bach au violoncelle, qui expliquait toute la danse qui était avec... Katrina Juraskova. Mon Dieu, tu te souviens de ça? T'avais-tu été là? Non. OK. En tout cas, elle présentait sa thèse finale, puis elle était venue danser. Puis c'était la première fois que je voyais ça. J'avais jamais vu ça. Puis avec les espèces de diagrammes de pas, les espèces qui sont c'est magnifique. C'est magnifique à regarder, tout ça. Ça m'avait beaucoup impressionné. Oui, Marie-Nathalie, c'est vraiment une sommité pour ce qui est de la danse baroque là, au Québec. Là. Oui. Non, c'est ça. Donc, elle chorégraphie, mais évidemment, elle peut lire toutes les chorégraphies d'époque. Et puis, justement, on va en danser des chorégraphies d'époque. Là. Donc là, si des gens cherchent des cadeaux de Noël, on peut acheter des billets. Oui, on peut acheter des billets. Des billets qui sont une victoire. Chaque billet est une victoire. Chaque billet est une victoire. Et en plus, c'est un bon show. Mais sincèrement, les gens font oui. Non, mais sincèrement, de 100 à 101 billets, ça fait une différence clairement dans notre budget, mais aussi dans le fait de dire OK, on réussit, on avance. Complètement. Oui. OK, cool. Puis après, vous avez une autre production. Oui, on a une production le Vendredi Saint. Oui. Depuis 17 ans, on fait des concerts aux Idées Heureuses le Vendredi Saint à 3h, qui est comme l'heure où le Christ est décédé. Donc, on fait un concert à cette heure-là. Et puis, c'est toujours que ça s'appelle le concert de la Passion, qui englobe des années, on a fait, du Grampner, parce que c'est Christophe Grampner est le compositeur chéri de Geneviève Soli. Mais des années, on a fait de la musique française, de la musique de la Nouvelle-France. Mais c'est toujours concert de la Passion avec le thème vraiment autour de Vendredi Saint. Et là, cette année, c'est pour la troisième année, on va faire un concert de cantates de Christophe Grampner qui ont été écrites spécifiquement pour le Vendredi Saint. Et c'est une collaboration avec la salle Bourgie sur 5 ans pour présenter l'entièreté des cantates, 17 cantates. C'est une idée d'enregistrer ou...
Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais tu sais, ça aussi, c'est un autre chapitre, hein, le chapitre du disque, là. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens du temps où c'est comme on faisait un disque, puis on recevait un gros chèque, là. Tu as déjà reçu un gros chèque pour un disque? Ah oui! OK, là, on a une différence d'âge. Oui, et puis... après ça, t'avais des disques, puis on les vendait, puis c'était... Oui, puis ça marchait, là. Là, le disque, aujourd'hui, c'est une belle carte de visite. Mais encore dans là... tu t'endettes? Oui, absolument. Et puis, les gens te disent, je te l'achète pour t'encourager, mais j'ai plus rien pour l'écouter, déjà de un. Fait que, OK, on va faire ça. Ben, tu peux aller sur une plateforme. Moi, je fais plus imprimer mes disques. C'est juste digital. Là, tu vois, je m'en vais en faire un, là, au domaine, première semaine de janvier. OK. J'enregistre, je fais digital, mais j'imprime juste le livret. Le livret. Je fais juste imprimer le livret. Ouais. Mais j'ai fait beau, là, avec une belle couverture rigide. Voilà. Tout à l'intérieur, il y a le code. T'as tout, puis ça fait qu'il y a un objet, puis je les donne en concert. Je les vends même pas. Tu les vends même pas, ouais. Non, au lancement, je dis aux gens, donnez ce que vous voulez, là, comme gentillesse, mais après ça, je les offre, parce que moi, je m'arrange pour avoir une belle œuvre d'art dessus. Je veux quelque chose qui look. Oui. Je veux que ce soit un bel objet. Puis que si la personne est tannée, elle met à la récupération, puis je me sens pas mal. Il y a ça aussi. Mais tu sais, c'est ça l'objet... je me souviens du temps des vinyles, quand Nicolas Sarnoncourt avait sorti toutes les cantates de Bach. Là, c'était dans chaque coffret, là, tu ouvrais le coffret, le grand vinyle, là, puis tu avais la partition au complet, le score. C'est insane. C'est fou, là, tu sais. Puis là, tu fais... T'avais de la lecture, là, t'avais le booklet et même, tu sais. Pour moi, tu sais, d'avoir de la musique, maintenant, oui, j'achète de la musique sur iTunes, bien sûr. Mais je l'écoute. Oh oui. OK. Oui. Oui, moi, je suis Apple Music, mais en même temps, je me dis, OK, celle-là, là, je veux l'avoir à moi. Ouais. Puis, mais pas vraiment à toi, c'est le problème. Oui, bien sûr. Quand tu lis tous les petits trucs, là, écrit tout petit, que finalement, ça t'appartient pas. Non, la seule chose qu'il y a toi, c'est un disque ou un vinyle. Oui, non, là, c'est ça, un objet. Oui. C'est vraiment ça. Puis les cassettes qui sont venues. Je me dis, si personne paye, là, à un moment donné, là, tu sais, oui. En tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi, ça n'a pas de bon sens. Ce modèle-là je dis pas qu'il est en train d'éclater. Il faut que ça soit révisé. Il faut aller à autre chose. Je pense pas que c'est révisable, c'est le problème. Je pense que ça va continuer à être comme ça. Hein. Ça va être pire, mais écoute. Moi, je pense que, écoute, puis en plus, on parle pas de l'IA, là, mais je pense que dans les années futures, le spectacle vivant va devenir la chose suprême. Ouais, probablement. Mais c'est la seule chose qui va être vraiment concrète, là, que tu vas être sûr d'avoir un vrai artiste devant toi, premièrement. Ouais. Avoir une vraie personne, c'est vraiment elle qui fait quelque chose. Ouais. En tout cas, on va espérer. Ouais. Puis aussi, le luxe, tu sais ça, d'avoir une communion physique, parce que de plus en plus, on est... Oui, évidemment, on écoute de la musique en canne, on écoute, puis on est rassasié de ça. C'est ça l'affaire. Absolument. C'est que moi, j'écoute un disque là, tout seul dans mes écouteurs, puis je sens pas que j'ai absolument besoin que l'artiste soit devant moi. Je t'enverrai une vidéo extraordinaire sur YouTube d'un personnage très controversé que le monde aime et déteste. Comment il s'appelle, le psychologue canadien? Jordan Peterson. Tu as peut-être déjà entendu. Ah mon Dieu. Écoute, si tu embarques là-dedans, tu vas sacrer t'arracher les cheveux. Il dit toutes sortes d'affaires qui ont... Oh non. Très choquant. Un monsieur très choquant pour bien des gens. Et sauf que à travers, moi, je donne toujours une chance à tous ces gens-là. Il y a une vidéo extraordinaire dans laquelle il fait l'éloge du concert live, qui est la meilleure explication, qui dit, puis lui, il prédit ça, là, il dit dans 30, 40 ans, la seule chose qui va rester, qui va mettre en communion la société, les gens, c'est le concert live. C'est la seule chose qui va rester. C'est la seule chose je l'aime déjà, ce monsieur-là. Après, tu vas voir, c'est son point de vue sur le féminisme. OK, d'accord, je vais peut-être changer d'avis. OK. Il est controversé. Mais ça, j'avais vu ça circuler, puis j'ai écouté à quelques reprises parce que je trouvais... Puis il expliquait tout, même l'aspect physique. Il dit le fait d'être dans une même pièce où les gens tapent du pied au même temps, à la même fréquence, puis que c'est la musique fait voler l'esprit, vraiment, parce que c'est ça qui se passe. Il dit... Ça arrive où ça? Nulle part, même pas au cinéma, tu sais. Il dit, au cinéma, c'est un autre pace parce que c'est tellement dicté qu'est-ce qui se passe alors que la musique, c'est volatile, c'est dans l'air. Oui, puis il y a aussi, le cinéma, c'est parce que tu peux pas changer le cours de ce qui va Absolument arriver là. Absolument pas. Tu peux rien faire avec ça, tu sais. Alors que la musique,
Tu peux c'est influencer l'ivresse. Il y a une ivresse, oui, tu sais. Une ivresse là-dedans. Tu sais, Ouais, puis ouais. c'est fun. Anyway. Le temps file tellement. Et Ça puis, fait de bon sens. ça file. Puis on va revenir sur un paquet d'affaires, mais quand même, je voudrais l'entendre un peu tes suggestions, si tu veux bien. C'est vrai. Je me suis fait une petite liste Dans quand un même. beau petit livre. Ah, ben oui, c'est parce que... Oui. Je suis Un livre de impressionné. nerd. Ah ouais, un livre de nerd, c'est livre quoi de le dire? nerd. C'est quoi ça? Ben, écoute, c'est parce que de chevet. C'est quoi ça? Non, mais je me suis retrouvée à la bibliothèque de McGill à essayer de chercher tous les livres qui étaient écrits sur le continuo, sur le base chiffrée, puis comme je l'ai enseigné l'année passée. Puis j'étais curieuse parce que je suis tombée sur Méthode pour préluder de Grétry. OK. Et puis moi, j'aime bien, c'est des vieux traités, mais j'aime bien parce que d'abord, la façon dont c'est dit, c'est des choses succulentes. Et puis, je trouve ça très intéressant de voir l'approche. Puis là, déjà, tu vois, bon, évidemment, je conseillerais pas à tout le monde de lire ce livre-là. Vous allez, c'est vraiment très nerdy. Mais je trouve ça intéressant de voir par quels moyens ils passent, qui sont très différents de ce qu'on apprend, nous. Alors, ouais, c'est ça. Voilà. OK, cool. Alors, suggestion. Ma petite suggestion. C'est parti. Tiens, justement, en parlant de concert, puis d'ivresse de concert, puis de taper du pied en même temps et de chanter en même temps. Moi, j'ai quand même une petite idole, je suis sûre que tu dois partager ça, qui est Jacob Collier. Oui, mais oui. Oui. L'as-tu vu live? 2 fois. Ah! Tu l'as vu 2 fois live? À Montréal et à Laval. God. Et puis la première fois, je me disais, ben non, je vais pas y aller. Moi, je vais pas dans des shows rock. Je vais pas, non. En plus, j'aurais pas de place pour m'asseoir. Puis le monde va être plus grand devant moi. Puis j'avais même apporté un petit banc dans mon sac. Je m'étais dit comme ça, si je vois rien, je vais monter sur mon petit banc. Puis finalement, écoute, ça a été extraordinaire. Bon, ceux qui le connaissent pas, Jacob, il faut, peu importe, là, je veux dire, quel style de musique vous aimez, là, il faut aller, il faut connaître ce personnage. Oui, un gros, grand talent d'un gentil garçon en plus. Mais c'est parce que c'est ça, il y a tout ce qui est autour de la musique est aussi extraordinaire, toute son humanité, toute sa façon de partager sa passion. C'était comment, l'autre fois, je m'ostinais avec Antoine dans mon quotidien, on essayait de voir c'est comment qu'il est devenu, qu'est-ce qui est, mettons, c'était quoi qu'il avait lancé. Je pense que c'était les pierres à feu. Oui, son arrangement des pierres à feu. Puis il y avait aussi une autre pièce. Oui, les pierres à feu, je pense qu'il y avait 13 ans là. Mais ça harmoniquement, ça a comme pas de bon sens. Où est-ce qu'il amène cette affaire-là, tu sais. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que c'est un autodidacte, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme autodidacte pour aller si loin et si poussé. Je veux dire, il y a clairement un génie. Puis j'ose le dire que à mon avis là. Il va rester aussi haut que Mozart là, dans les années prochaines. Tu vas là? Moi, j'irais à dire jusqu'à là. Des gros dires, ça. C'est des gros dires. Hein. Ouais, j'aime ça. OK. Et, puis tu l'as vu live, tu confirmes que c'était vraiment bon. C'était extraordinaire. OK. Mais vraiment extraordinaire. Puis bon, tu sais, sa grande marque de commerce, c'est aussi de faire chanter le public à plusieurs voix. À plusieurs voix, ouais. Et puis, bon, tu sais, je chante dans des chorales depuis 20 ans, là, je veux dire. T'en as vu? J'en ai vu d'autres. Mais le feeling que j'ai eu de dire, aïe, OK, il nous fait chanter, puis il y a du monde. OK, il y a beaucoup de musiciens dans la salle, on s'entend, c'est très clair. Oui. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas. Puis comment il arrive à nous mener ça? Puis là, tu dis, OK, il y a une communion ici qui se passe en ce moment que je l'ai pas appelé, là, je sais pas. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe qui est au-dessus de nous. OK. Et puis je trouve que... Bon, puis ces albums sont super, mais c'est aussi toute sa vision, la collaboration qu'il y a. Tu sais, sur scène, c'est pas juste lui, c'est ses musiciens qui magnifient, là, puis qui met en avant. Puis... Avec quoi tu initierais les gens? Et en fait, là, ce que j'initierais, c'est aller sur YouTube, taper son nom, et peu importe sur quoi vous allez tomber, vous allez découvrir le personnage. Ouais. C'est même pas une pièce en particulier, là, c'est genre juste comprendre la... Oui. Voilà. Okay. Puis tu sais, moi j'écoute ça, là, je le vois aller, puis je me dis, il me semble que je suis un meilleur humain. OK. Voilà, fait que des gens comme ça qui... J'aime ça. Ouais, cool. qui nous transforment. Ça, c'est vraiment autre chose. Connais-tu le trio médiéval, avec... Die, c'est AE, médiéval. OK. Non, je connais pas. Tu connais pas? C'est un trio scandinave, un trio de femmes qui chantent a cappella. OK. Depuis plusieurs années. Elles sont incroyables. A cappella trio. Wow. Elles ont commencé par la musique médiévale, mais elles ont fait toutes sortes de trucs, des créations, des collaborations avec toutes sortes de monde. Et elles me fascinent, ces 3 femmes-là, parce que je les ai entendues aussi live, puis elles sont d'une
clarté, pureté, d'une justesse. Je suis même pas capable de dire qui est qui. OK. Les trois en range de fou, qui va en haut, qui va en bas. OK, wow. Et il y a un disque, si j'avais à dire aux gens d'écouter un disque, ça serait le disque de folk song scandinave. Là. Fait que c'est norvégien, suédois. C'est vraiment une pure merveille. Puis je me souviens, il y a quelques années, je faisais beaucoup d'insomnie. Et il y a une berceuse sur ce disque-là. Puis je m'étais dit, tiens, je vais écouter cette berceuse-là. Puis je m'étais dit, c'est qui dort pas en ce moment sur Facebook? Puis j'étais allée sur Facebook et j'avais vu que Bernard Labadie était présent. Puis j'ai envoyé un courriel. Je dis, écoute, je vais juste te dire que je dors pas, puis je t'envoie ça. Puis il m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vais aller l'acheter tout de suite. Ah, wow, OK. Ouais. Puis c'est ça. Fait que Trio médiéval, voilà, folk songs. Un beau cadeau de Noël. OK, c'est noté. J'irai écouter ça, c'est certain. Attends. Cinéma, j'ai vraiment de la misère ces temps-ci parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Et pour moi, regarder un film, il y a comme par respect pour la chose, je peux pas juste me mettre comme regarder ça sur mon petit téléphone dans le métro puis me dire je vais regarder 15 minutes puis on dirait que je peux pas, fait que je me suis pas donné vraiment le droit de regarder des films dernièrement. Fait que, tu sais, évidemment, j'écoute des séries, j'écoute des petits trucs, mais parce que ça, on dit, OK, c'est plate de dire ça, mais je me donne le droit de dire, OK, je vais écouter juste 15 minutes. Puis, je comprends. Faut pas dire ça parce que les réalisateurs de séries sont aussi sérieux, là. Oui. Mais, donc, c'est ça. Donc, j'ai pas de suggestions cinéma. Moi qui a été comme très, très longtemps, tu sais, comme une cinéphile, je trouve ça, mais voilà. Donc, je vais m'abstenir de ce côté-là. Mais sinon, à une série qui est pas récente, mais qu'il faut absolument voir, là. Parce que j'en ai revu des petits bouts dernièrement. C'est Fragile. As-tu vu ça? Non. Attends, c'est québécois, ça? Oui. Alors, c'est le tandem Claude Desrosiers puis Serge Boucher, qui est scénariste. OK. Et Claude Desrosiers, réalisateur. J'ai vu c'est quoi, mais je l'ai pas écouté. Ouais, je sais c'est quoi. OK, ouais. Ah, c'est bon? C'est une merveille. OK. Puis ces deux-là, quand ils travaillent ensemble, ils ont fait Aveu, ils ont fait Feu. Tu sais, c'est tout c'est beaucoup des drames familiaux, tout ça. Un gros thème, là, ouais. Mais ils tournent comme du cinéma, fait qu'ils prennent vraiment leur temps, et tu sens vraiment que le jeu d'acteur est poussé au maximum, Fragile, là, juste à y penser, j'ai encore des frissons. Ah, OK. Fragile, OK. Oui, Fragile. Okay. Est-ce que tu es une lectrice? Alors, lectrice. À part mon livre de nerd. J'ai eu un trip Stéphane Dompierre que tu connais. Oui. Ah, mon Dieu. Quand je suis rentrée là-dedans, j'ai pu arrêter, là. Puis je pense qu'un marché sur un Lego, j'ai dû l'offrir à, je sais pas, 20 personnes au moins, là. Ah ouais. En tout cas, si Stéphane m'entend, j'espère qu'il est content que je vende son livre. Mais mon Dieu, que j'aime ce ton, j'aime ce côté impertinent, je sais pas, tout me fait rire là-dedans. Vraiment, tout me fait rire. Et c'est drôle parce que je l'ai rencontré 2 fois au Salon du Livre et ça a été, je pense, probablement les pires moments de ma vie. Comment ça? Tu sais, quand t'arrives devant quelqu'un, puis ce qui sort de ta bouche ressemble à rien de sujet, verbe, complément, là. J'avais l'air d'une vraie idiote. Et puis là, je me souviens d'être sortie avec la pile de livres, puis j'ai fait, mais j'ai rien dit, je me sens stupide. Ouais. 2 fois, ça a été la même chose. Bon, OK, je vais arrêter d'aller le voir, je vais juste lire ses livres. Des fois, c'est mieux de même. C'est mieux de même. Mais ouais, c'est ça. Fait que je dirais, petite lecture légère de Noël, parce que bon, c'est quand même assez léger, là, mais en fait, moi, le premier livre que j'avais lu de lui, c'était, Petit pas pour l'homme. Oui. L'as-tu lu? Ben oui, ça c'est en fait, pour être franc, je pense que c'est le seul que j'ai lu. C'est génial, ça. Oui. Puis les références culturelles, tout ça, c'est super, très Montréal. Oui. Ça, j'aimais ça. Je me souviens, j'avais donné ce livre-là à un de mes amis quand on était sur la Mélodie du Bonheur. Mm-hmm. Puis il lisait en coulisses, puis il avait raté son entrée. Parce qu'il était pris dans le livre. Nice. Puis évidemment, Madame Filiatro était venue. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je lisais comment ça qu'un livre scrape mon show. En tout cas, c'est ça. Oh, ouais. Mais fait que, ouais, c'est ça. Fait que du Stéphane Dompierre pour Noël, allez-y, c'est formidable. C'est bon. Toutes des bonnes suggestions. Sinon, moi, j'ai découvert Harold Pinter, que tu dois connaître. Ouais.
Et j'avais vu il y a quelques années, mon Dieu, c'était quoi, le retour au TNM. Je n'avais rien compris. Okay. J'étais sortie de là, j'étais là, ouf, j'ai dit, OK, ce soir, il m'en manque des bouts, là. J'avais vraiment, là, c'était trop songé pour moi ou trop, je sais pas. Et puis, justement, dans mon cours de théâtre, on a travaillé sur Trahison de Harold Pinter. Puis, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'aime bien lire du théâtre. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais j'aime bien. Ouais, puis les didascalies sont très claires, donc on peut tout à fait imaginer ce que c'est. Et en fait, c'est vraiment en gros, c'est une relation. Un couple qui finalement va voir ailleurs, là, tu sais. Ouais. Mais c'est complètement déconstruit. Fait que la chronologie ne tient pas. On commence par la scène de la fin, et puis la fin de la pièce, c'est le début. Alors on est complètement. Et puis finalement, quand tu lis ça dans l'ordre proposé, mais t'as toutes sortes de réponses qui t'arrivent, puis tu te dis mais pourquoi ça fait ça? Puis t'as des réponses. C'est brillamment fait et c'est extrêmement touchant. Que Trahison de Harold Pinter. Ok, super. Voilà. Voilà qui conclut ta liste. Presque. Une belle liste. Ah, OK. Virginie Brunel. Je peux pas passer à côté. Mais non. Virginie, j'adore Virginie. Oh mon Dieu. Puis quand j'avais vu Les Cordes avalées, puis d'ailleurs, bravo. Marie, c'était fantastique. Mais tout ce qu'elle fait. C'est incroyable. Et c'est d'une musicalité. C'était une musicienne, là. Oui. Puis tu sais, pour avoir été en danse contemporaine longtemps, je peux te dire que la musique est souvent considérée comme un fond. Tu vois, j'étais allée voir au Vertigo 2 soirs de suite. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que il y avait un décalage entre la musique et la danse qui était décalé d'à peu près 15 secondes d'une soirée à l'autre. Ouais. Fait que c'était un background, eux, ils faisaient leur truc. OK, c'est une... Mais ça, j'en ai souvent genre avec les chorégraphes, parce qu'il y en a qui font ça, là. L'éveillé faisait ça beaucoup, là, mais t'as n'importe quelle œuvre, puis tu fais tes mouvements. Moi, ça me rend dingue. Parce que je suis pas capable de dissocier l'un et l'autre, là, tu sais. Mais tu sais que dans certains pays d'Afrique, le mot danse et musique est le même. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a comme quelque chose qui est comme... Et à cause de ça, je comprends l'idée de faire cet exercice. Absolument. Tu sais, d'enlever, mais non. Non, moi, c'est trop une signature, tu sais. C'est à côté, tant qu'à faire, fait tout ça dans le silence. Oui, comme Jean-Pierre Perrault faisait ça. Mais Virginie Brunel, c'est ça. Puis c'est pas non plus, genre, on va juste calquer ce que j'entends puis je vais faire un mouvement dessus. C'est comme une conversation entre la danse puis la musique, puis pof. Ça change tout le temps, les affaires. Toutes les shows. Il y a une petite répète avant, puis elle fait, finalement, on va déplacer ça. Mais ça, c'est génial. C'est comme Robert Lepage. Ça bouge tout le temps, puis c'est tout le temps très impressionnant. Mais je suis content que tu en nommes. J'aime ça. J'aime toujours entendre son nom. C'est très cool. Cool. Écoute, ça va vite et on va devoir se dire au revoir. Mais c'était super cool. Merci. Et merci pour les belles suggestions. J'espère longue vie aux idées heureuses, longue vie à toi. Et on se reverra. Mais oui, avec plaisir. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.